T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir si tout ce que tu fais a un retour inévitable? Beaucoup pensent que les actions ne sont que des événements passagers, mais le karma nous enseigne une vérité fondamentale. Ce que tu donnes revient. Que ce soit dans des moments inattendus ou lorsque tu t'y attends le moins, tes actions trouvent toujours un moyen de revenir à toi. Salut, bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous, en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Aujourd'hui, nous allons parler des signes que le karma revient pour tout le monde. Je vais te montrer les signes qui indiquent que le karma est en train d'agir dans ta vie. Il se peut que tu les expérimentes déjà sans t'en être rendu compte. Ce sont les signes que l'univers utilise pour nous rappeler que nos décisions, grandes ou petites, ont des conséquences. Prépare-toi à découvrir comment le karma revient pour te rappeler que tout ce que tu sèmes, tu le récolteras. Fais attention à ces signes car le karma trouve toujours le chemin du retour. Le karma est une loi universelle de cause et d'effet. Chaque action que tu réalises, de la plus petite à la plus grande, laisse une empreinte dans l'univers. Tôt ou tard, ces actions reviennent vers toi. On pense souvent que le karma est une sorte de punition ou de récompense, mais c'est bien plus que cela. Le karma est un rappel que nos choix ont des conséquences visibles ou invisibles, immédiates ou à long terme. Tout ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu décides crée une énergie qui revient finalement vers toi. Imagine que le karma est comme planter une graine. Si tu plantes des actions positives, tu récolteras de bons fruits. Mais si tu sèmes la négativité, tu en récolteras aussi les résultats. Le karma ne fait pas de discrimination, il répond simplement à ce que tu as donné. C'est pourquoi, en période de difficulté ou de chance, il est important de se rappeler que tout ce que nous vivons est le résultat de ce que nous avons semé dans le passé. Premier signe, des changements inattendus dans ta vie, l'appel du karma. T'es-tu déjà senti comme si tout dans ta vie commençait soudainement à s'effondrer? Peut-être as-tu fait quelque chose de mal, et sans préavis, tes amitiés se distancient, les opportunités disparaissent, et tu fais face à une série d'obstacles que tu n'avais pas anticipés. Ces changements brusques ne sont pas le fruit du hasard. Le karma agit de manière silencieuse mais puissante, réorganisant les pièces de ta vie pour t'enseigner une leçon. Tout ce que tu fais a un impact, et lorsque ces actions négatives reviennent, elles le font aux moments les plus inattendus. Alors, si tout semble soudainement aller mal, prends un moment pour te demander s'il y a quelque chose que tu as fait dans le passé qui revient à toi maintenant. Le karma trouve toujours son chemin, parfois pour nous montrer ce que nous devons corriger. Imagine Daniel, un homme d'âge moyen dont la vie semblait parfaitement en ordre. Il vivait dans un petit appartement au cœur de la ville, dont les murs de briques apparentes reflétaient un caractère solide et méthodique. Chaque matin, la lumière du soleil traversait les rideaux en lin blanc, teintant la pièce d'un chaleureux ton doré. Tout dans sa vie suivait un rythme, son travail dans une entreprise de marketing, ses cafés matinaux dans le même café habituel et ses amitiés de longue date. Cependant, sous cette apparente stabilité, Daniel avait commis des erreurs qu'il préférait ignorer. Il avait trahi la confiance de l'un de ses meilleurs amis en lui volant le crédit d'une campagne de travail importante. Daniel l'avait fait sans sourciller, pensant que les conséquences ne le rattraperaient jamais. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le karma est toujours présent, même quand tout semble calme. Soudainement, les choses commencèrent à changer. Un matin, en arrivant au bureau, il se rendit compte que sa promotion avait été annulée, sans explication, juste un froid message de son patron. Ensuite, son cercle social commença à se désagréger. Ses amis proches prirent leur distance, et les conversations devinrent courtes et distantes, comme si quelque chose d'invisible les séparait. Mais le coup le plus dur arriva lorsqu'un jour, il reçut un appel inattendu. Son client le plus important décida de changer de fournisseur sans préavis, laissant Daniel sans le contrat qui assurait sa sécurité financière. La sensation de contrôle qu'il avait appréciée pendant si longtemps s'effaça comme du sable entre ses doigts. Daniel a commencé à se demander si tout cela n'était qu'une simple coïncidence, mais le karma agit rarement sans laisser de traces.
Les changements inattendus dans sa vie étaient un écho de ses actions passées et de tout ce qu'il avait fait de mal. Il revenait pour rétablir l'équilibre, comme le crépuscule après une longue journée. Les actions de Daniel avaient obscurci l'éclat de sa vie. Le karma ne frappe pas immédiatement, mais quand il le fait, il vous oblige à vous arrêter et à réfléchir. Dans la vie de Daniel, les changements qui semblaient venir de nulle part étaient la manière de l'univers de lui montrer ce qu'il devait corriger. Le concept de karma, bien qu'il ait des racines dans des traditions spirituelles orientales, a été interprété de manière universelle par divers auteurs qui l'expliquent comme une loi de cause à effet applicable dans la vie quotidienne sans l'associer à une religion spécifique. Des auteurs comme Deepak Chopra, par exemple, expliquent que le karma peut être compris comme une énergie qui revient vers nous en fonction des actions que nous avons réalisées. Chopra mentionne que le karma est comme une force qui répond à nos intentions et décisions, non pas comme un châtiment ou une récompense, mais comme une conséquence naturelle. Selon lui, les changements soudains et inattendus dans nos vies, comme les problèmes dans les relations personnelles ou professionnelles, peuvent être des manifestations de ce cycle d'énergie qui cherche l'équilibre. Si nous avons causé un déséquilibre ou une disharmonie dans un aspect, la vie nous renverra ces situations comme une opportunité d'apprendre et de corriger. Un autre auteur, Toll, aborde le karma d'une perspective plus introspective, soulignant que les événements inattendus dans nos vies nous contraignent souvent à confronter des parties de nous-mêmes que nous avions ignorées. Selon Toll, le karma n'agit pas seulement sur le plan externe, mais aussi en nous. Les sentiments d'anxiété ou de culpabilité qui surgissent, parfois sans cause claire, peuvent être le résultat d'actions passées qui doivent être traitées émotionnellement et spirituellement. Selon Toll, certains états de culpabilité ou d'anxiété soudains pourraient être directement liés à des actions passées que, consciemment ou non, nous avons laissées non résolues. Ces émotions ne sont pas seulement des sentiments passagers. Elles agissent souvent comme des signaux du karma intérieur, une accumulation de remords ou de décisions que nous n'avons pas correctement affrontées à leur moment. Ce qui est particulièrement révélateur dans ces enseignements, c'est comment ce remords non résolu peut se manifester dans la détérioration de notre paix mentale ou même de notre santé émotionnelle. Selon Toll, les émotions réprimées, comme la culpabilité, créent une sorte de poids karmique que nous portons dans notre esprit. Éventuellement, ce fardeau refait surface sous forme d'anxiété ou d'inquiétude lorsque les circonstances nous obligent à les affronter. Dans ce sens, Tolle suggère que le karma n'affecte pas seulement notre environnement externe, mais aussi notre état mental et émotionnel. Lorsque nous ne traitons pas correctement une action passée, surtout si elle a causé du tort à d'autres ou à nous-mêmes, ce remords reste stocké dans notre psyché, générant un déséquilibre mental qui peut surgir sous forme d'anxiété ou de culpabilité bien des années plus tard. Ces émotions ne doivent pas être ignorées. Elles sont des opportunités pour réfléchir sur elles et les corriger de l'intérieur. Lorsque nous parlons de karma, nous pensons souvent à la manière dont nos actions ont des conséquences visibles dans nos vies. Cependant, l'une des manifestations les plus puissantes du karma peut être comment certaines personnes toxiques commencent à s'éloigner de nous. Cela se produit lorsque, à mesure que nos actions et décisions changent pour s'aligner sur le positif, les personnes qui ne partagent pas ces mêmes énergies ou valeurs commencent à s'effacer. Ce qui se passe dans ce signal, c'est qu'à mesure que nous élevons notre vibration et travaillons à corriger nos actions et attitudes, nos relations changent également. Les personnes qui étaient proches de nous pour des raisons toxiques ou basées sur des énergies négatives commencent à se sentir mal à l'aise avec le changement dans notre vie. C'est-à-dire que lorsque nous nous efforçons de nous améliorer, ceux qui ne sont pas alignés avec cette amélioration ou ceux qui vibrent avec une énergie plus négative tendent à s'éloigner. Deepak Chopra parle de cela comme d'une forme de nettoyage karmique, où les énergies les plus lourdes sont éliminées pour laisser place à des relations plus harmonieuses et authentiques. En termes pratiques, cela peut se manifester lorsque quelqu'un qui se nourrissait de conflits ou de manipulations dans votre vie commence soudainement à s'éloigner. Cela peut vous surprendre au début, mais en réalité, le karma fait son travail, éliminant ces influences qui ne sont plus saines pour votre croissance. Ce processus n'est pas immédiat ni toujours facile. Parfois, ces relations toxiques se désagrègent lentement comme un tissu qui s'use avec le temps.
Edgar Toy suggère que le karma se reflète également dans notre capacité à laisser partir des relations qui ne servent plus notre bien-être émotionnel et mental. Lorsque les personnes toxiques s'en vont, nous ressentons un soulagement et une sensation de légèreté, comme si nous étions enfin alignés avec le type d'énergie que nous méritons. Nos actions, en principe, sont associées à la périphérie de nos amitiés. En gros, si je suis malhonnête, ce seront les personnes qui m'accompagneront. Si ma vie est une histoire, j'occuperai presque toujours une place antagoniste, et les personnes autour de moi joueront également des rôles antagonistes. Dit simplement, je suis tout juste le méchant dans la vie de quelqu'un d'autre. Si mes contributions au milieu sont mauvaises, simplement, et je le répéterai, je ne serai que le méchant dans la vie de quelqu'un. Les personnes qui m'accompagnent dans cette vie sont mes complices dans les actes de malice que j'apporte à la vie des autres, au milieu, à la communauté ou bien à l'univers. Cela peut se comprendre mieux à travers une histoire. Miguel était le genre de personne qui avait l'habitude de contrôler chaque aspect de sa vie. Son appartement au centre-ville était décoré dans un style minimaliste. Meubles gris, lignes droites et murs blancs qui reflétaient la lumière froide des lampes modernes. La ville, toujours vibrante et bruyante, semblait parfaitement s'accorder avec son caractère. Il n'y avait rien de déplacé dans son environnement, mais sous cette façade de perfection, ses relations personnelles étaient pleines de chaos. Au fil des ans, Miguel avait construit son cercle d'amis basé sur sa propre ambition et malhonnêteté. Il était admiré pour son charme, mais toujours avec un intérêt caché. Chaque fois qu'il négociait, il mentait sans hésitation, cherchant toujours à tirer avantage. Ses amis, bien qu'ils semblaient proches, partageaient la même nature. Des gens qui cherchaient toujours ce qui les avantageait, sans se soucier de qui pouvait être blessé en chemin. Les dîners dans son appartement étaient toujours pleins de rires et de blagues, mais il y avait une froideur sous-jacente, une sensation que ces relations étaient superficielles. Une nuit pluvieuse d'automne, tout a commencé à changer. Miguel organisa un dîner dans son appartement, invitant son cercle le plus proche. Dehors, la pluie frappait les fenêtres avec force, et les lumières de la ville brillaient à travers les gouttes. L'ambiance semblait accueillante, mais quelque chose était différent. Un de ses amis, Juan, arriva en retard et avec une attitude étrange. Au milieu de la conversation, il laissa tomber un commentaire qui déclencha une série de confessions parmi tous les présents. Juan révéla que Miguel l'avait trahi dans une affaire récente, et peu à peu, d'autres amis commencèrent à raconter des histoires similaires sur la façon dont Miguel les avait manipulés. L'atmosphère dans la pièce changea. Les lumières, autrefois chaleureuses, semblaient trop brillantes, presque agressives. Miguel, pour la première fois, sentit le contrôle lui échapper. Ses amis, les mêmes personnes qui l'avaient soutenu dans ses mensonges, commencèrent à s'éloigner émotionnellement. Ils ne l'affrontèrent peut-être pas directement, mais la tension dans l'air était palpable. Les regards complices et les blagues faciles se transformèrent en silence gêné. Cette même semaine, les choses empirèrent. Un à un, ses amis cessèrent de répondre à ses appels, s'éloignèrent des réunions et l'évitèrent dans les cercles sociaux. Au début, Miguel ne comprenait pas ce qui se passait. Il semblait que tout dans sa vie sociale s'écroulait sans explication. Mais il se souvint rapidement de ce que Juan avait dit cette nuit-là. Ses amis ne s'éloignaient pas seulement. Ils montraient la vérité sur ce qu'ils étaient, des reflets de son propre comportement. Miguel commença à réaliser que l'énergie qu'il avait semée pendant des années revenait à lui. Les mêmes personnes avec qui il avait construit des relations basées sur les mensonges et la convenance n'étaient toujours plus disposées à tolérer sa malhonnêteté. Ce qui avait été un cercle fermé d'amitié loyale se transformait maintenant en un groupe distant, presque méconnaissable. La ville, qui lui avait toujours semblé si vivante, se sentait maintenant vide. Les cafés qu'il fréquentait, les bars où il socialisait, n'avaient plus le même charme. Tout semblait avoir pris une teinte grisâtre, comme si l'éclat de la vie qu'il avait construite s'évanouissait. Un jour, marchant dans les rues mouillées de la ville, Miguel est passé devant l'un des cafés qu'il avait l'habitude de fréquenter avec ses amis. Il s'est arrêté devant la fenêtre et a vu Juan et plusieurs de ses anciens amis rire à une table. Il n'a pas pu s'empêcher de ressentir une douleur vive. Il semblait avoir avancé, tandis qu'il se trouvait seul, regardant de l'extérieur. Les gouttes de pluie sur le verre semblaient déformer l'image.
le faisant se sentir encore plus déconnecté d'une vie qu'il considérait jusqu'à récemment comme la sienne. La vie de Miguel était désormais un reflet des choix qu'il avait faits. Tout comme il avait attiré des personnes toxiques et malhonnêtes par son comportement, ces mêmes personnes s'éloignaient maintenant parce qu'il n'était plus dans leur intérêt d'être à ses côtés. Les relations construites sur des bases fragiles n'avaient pas résisté au poids de la vérité, et le karma silencieusement faisait son travail. Seul dans son appartement, lors des nuits froides où le vent murmurait à travers les fenêtres, Miguel a finalement compris la leçon. Les personnes qui entrent et sortent de nos vies sont un reflet de nous-mêmes. Lorsque nous changeons, le karma s'assure que ce qui ne nous sert plus s'éloigne. À ce moment d'introspection, Miguel a vu le pouvoir du karma non seulement comme une force externe, mais comme un miroir qui nous montre la vérité sur qui nous sommes et les conséquences de nos actions. Miguel est alors un exemple clair du méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre, et non le protagoniste de sa propre histoire. Si nous apportons de la malice à la vie, nous serons vus par le karma uniquement comme des personnages secondaires ou de simples méchants. Nos actions déterminent le rôle que nous jouons dans la vie des autres. Si nos actions sont basées sur l'égoïsme, la malhonnêteté ou la méchanceté, nous devenons inévitablement des personnages secondaires ou même des antagonistes dans les récits de ceux qui nous entourent. Nous ne sommes pas les héros de nos propres histoires, parce que nous avons permis que nos décisions soient guidées par des énergies destructrices. Le karma, dans ce sens, nous observe et nous place dans le rôle qui reflète le mieux nos choix. Si nous semons la négativité, nous perdrons non seulement la capacité d'être les protagonistes de nos vies, mais nous serons perçus comme ceux qui créent des conflits et de la souffrance. Ainsi, en apportant de la malice, nous nous réduisons à des personnages secondaires ou à des méchants, car le karma s'assure que l'énergie que nous donnons est celle que nous recevons. Au lieu de guider notre vie de manière consciente et positive, nous devenons des agents du chaos dans les histoires des autres, sans direction propre. Ce concept est également reflété par des auteurs comme Eckhart Tolle, qui soulignent que, lorsque nous ne sommes pas conscients de nos actions et que nous ne nous alignons pas sur la vérité, nous nous aliénons non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes. Nous perdons le contrôle sur notre récit et, en retour, nous sommes contrôlés par les schémas négatifs que nous avons créés. Le troisième signal du karma, la répétition de situations difficiles, surgit lorsque tout au long de notre vie, nous nous retrouvons confrontés aux mêmes défis encore et encore. Cela peut se manifester de diverses manières. Peut-être expérimentons-nous des échecs au travail, des ruptures sentimentales similaires, ou tombons-nous dans des cycles de problèmes financiers ou de santé. Du point de vue du karma, ces situations ne sont pas de simples coïncidences, mais une manière dont l'univers nous envoie une leçon que nous n'avons pas encore apprise. Il semble parfois que nous soyons piégés dans un cycle interminable de difficultés, confrontés aux mêmes problèmes encore et encore, comme si nous vivions une répétition de nos vies. Cette répétition n'est pas le fruit du hasard, c'est le karma qui agit comme un maître patient, qui vous renvoie à la même leçon jusqu'à ce que vous la compreniez enfin. Ce phénomène est profondément lié au concept de karma en tant que cycle d'apprentissage. Deepak Chopra l'explique comme un schéma de cause à effet répétitif qui nous donne l'occasion de corriger des actions ou des attitudes qui continuent à générer des conséquences négatives. Si une personne, par exemple, continue de prendre des décisions basées sur l'égoïsme ou la peur, elle attirera dans sa vie des situations qui reflètent ces mêmes émotions jusqu'à ce qu'elle apprenne à agir différemment. D'un point de vue psychologique, Hartley mentionne également que la répétition de schémas dans nos vies n'est pas seulement une question externe, mais qu'elle est profondément connectée à nos croyances internes non résolues. Si nous continuons à avoir une mentalité de victime, par exemple, ou si nous ne nous tenons pas responsables de nos actions, l'univers continuera de nous présenter les mêmes circonstances, nous forçant à confronter ces croyances et à évoluer. Cela peut se manifester de la manière suivante. Une personne qui change constamment d'emploi, juste pour rencontrer toujours les mêmes problèmes de manque de reconnaissance ou de conflit avec ses supérieurs. Ce schéma de répétition est un signe clair que le problème ne réside pas tant dans l'environnement, mais dans l'attitude ou l'action que la personne adopte face à ces situations. Le karma utilise cette répétition pour nous indiquer qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas résolu en nous-mêmes, quelque chose qui doit être ajusté avant que nous puissions avancer.
Tout comme Miguel, dans le signal précédent, était le méchant de l'histoire des autres, dans ce signal, la personne reste le protagoniste de sa propre répétition d'erreurs jusqu'à ce qu'elle parvienne à briser le cycle et à changer son destin. Dit simplement, la répétition des événements sur votre chemin peut avoir de fortes racines dans les mêmes répétitions d'actions karmiques qui nuisent aux autres. Un jeune homme peut se sentir frustré car, peu importe où il va, il est rejeté. S'il cherche un logement, on lui en donne un pour quelques mois, puis il est expulsé. Personne ne veut l'avoir comme locataire. Il se demande pourquoi, mais ses actions, si subtiles pour lui, ont un poids karmique sur les personnes qui l'entourent. Il avait perdu le compte du nombre de fois où il avait été expulsé ces dernières années. Il avait sauté d'un appartement à l'autre dans plusieurs parties de la ville. Chaque fois qu'il trouvait un nouvel endroit, il se sentait plein d'espoir, convaincu que cette fois-ci serait différente, qu'il parviendrait enfin à rester plus de quelques mois. Cependant, l'histoire se terminait toujours de la même manière. Un appel inattendu du propriétaire ou de l'administrateur de l'immeuble, une brève dispute, puis l'avis final d'expulsion. Mario ne comprenait pas pourquoi il ne causait pas de problèmes évidents. Du moins de son point de vue, il se voyait comme un locataire ordinaire, respectueux du loyer, et ne parvenait pas à identifier ce qui faisait qu'il était toujours rejeté. Le dernier bâtiment où il vivait était un ancien complexe, mais bien entretenu, avec des murs en briques rouges et des balcons en fer forgé qui se dressaient le long d'une rue tranquille et arborée. Mario était arrivé à cet endroit avec la même attitude positive de toujours, pensant que peut-être cette fois-ci, il réussirait à s'adapter. Le premier mois s'est bien passé. Les voisins le saluaient en passant et le propriétaire, un homme âgé, semblait amical. Cependant, peu à peu, les choses ont commencé à changer. Mario avait l'habitude de mettre de la musique à plein volume le week-end. Il ne le faisait pas avec de mauvaises intentions. Il pensait simplement que les week-ends étaient refaits pour se détendre. Pour lui, cela signifiait laisser sa musique résonner dans tout l'appartement. Il n'avait jamais considéré que ses voisins, un couple âgé vivant au rez-de-chaussée, travaillaient tôt, même le samedi, et avaient besoin de repos. Au début, les voisins n'ont rien dit, mais avec le temps, le murmure des plaintes est parvenu aux oreilles du propriétaire. Ensuite, il y avait le problème de la boîte aux lettres. Mario avait l'habitude de recevoir de nombreux colis et occupait souvent de l'espace dans la boîte aux lettres partagées. Il laissait des cartons s'accumuler pendant des jours, pensant qu'il ne dérangeait personne. Cependant, pour les autres locataires, c'était frustrant de devoir pousser leurs lettres entre les cartons de Mario juste pour accéder à leur propre courrier. Ces petites nuisances, insignifiantes pour Mario, s'accumulaient et les autres locataires commençaient à ressentir son arrivée. Le comble est arrivé lorsque Mario a organisé une petite réunion chez lui un vendredi soir. Il a invité quelques amis et, bien que ce ne fût pas une fête bruyante, le bruit constant des conversations et des rires traversait les murs de l'immeuble. Pour lui, c'était juste une autre soirée entre amis, mais pour ses voisins, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le lendemain matin, le proprio a appelé Mario pour l'informer qu'il avait reçu trop de plaintes et qu'il était préférable qu'il commence à chercher un autre endroit. Mario, perplexe, ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Il ne cassait jamais une fenêtre, ne nuisait pas à la propriété et ne se disputait avec personne. De son point de vue, il était un locataire moyen. Pourquoi l'expulsait-il constamment? Cependant, ce que Mario ne pouvait pas voir, c'est que ces petites actions, imperceptibles pour lui, avaient un poids karmique énorme pour ceux qui l'entouraient. Chaque décision, de la musique forte à l'accumulation de cartons, créait des désagréments pour les autres. Bien qu'il ne s'agisse pas de grandes infractions, c'étaient des nuisances cumulatives qui affectaient la vie de ses voisins. Le karma, dans ce cas, se manifestait à travers la répétition de situations difficiles. Mario continuait de faire face à la même conséquence encore et encore. Encore une fois, étant expulsé de différents endroits, sans se rendre compte que le problème n'était pas le hasard, mais lui-même. Chaque expulsion était un signe du karma, répétant le cycle jusqu'à ce que Mario comprenne que ses actions, bien que petites, avaient un impact significatif sur son environnement. Un après-midi pluvieux, tandis qu'il rassemblait ses affaires pour déménager une fois de plus, Mario se mit à regarder par la fenêtre, observant les gouttes de pluie qui coulèrent sur le verre. Soudain, quelque chose se déclencha dans son esprit.
Et si, au lieu de blâmer les propriétaires ou les voisins, le problème avait été en lui tout ce temps? Et si le karma essayait de lui enseigner quelque chose qu'il se refusait à voir? En plus des désagréments les plus évidents qu'il causait, Mario avait d'autres actions moins perceptibles qui généraient un impact significatif sur ceux qui l'entouraient. Mario souffrait d'une légère tendance à la procrastination qui, bien que paraissant inoffensive, entraînait des conséquences désagréables pour ses voisins et son propre environnement. Par exemple, il avait l'habitude d'accumuler des ordures dans son appartement. Il laissait des sacs non vidés pendant des jours, parfois des semaines. Ce comportement transforma peu à peu son appartement en un lieu sale et malodorant. Au début, l'odeur n'était pas évidente en dehors de son appartement, mais rapidement, la situation empirait. Les conteneurs à ordures dans sa cuisine débordaient et la nourriture en décomposition attirait les rats et les cafards. Ces nuisibles ne restèrent pas à l'intérieur des murs de son appartement. Ils commencèrent rapidement à apparaître dans les couloirs de l'immeuble, inquiétant les autres locataires. Personne ne savait d'où ils venaient au début, mais les plaintes commencèrent à arriver chez le proprio, qui découvrit bientôt que l'origine du problème se trouvait dans l'appartement de Mario. Malgré les signes évidents, Mario continuait à ne pas remarquer l'impact que ses habitudes avaient sur ses voisins. Même lorsque le propriétaire lui fit un avertissement concernant la propreté et l'entretien des lieux, Mario remettait à plus tard, se disant qu'il le résoudrait demain. Cependant, ce demain n'arrivait jamais, et les cafards continuèrent d'apparaître, se faufilant par les fissures du bâtiment et faisant que les autres locataires se sentent mal à l'aise dans leur propre chez-soi. De plus, Mario avait l'habitude de retarder ses paiements. Bien qu'il ne manquât jamais un paiement de loyer, il les effectuait toujours à la dernière minute ou même après le délai. Cela générait des tensions constantes avec le proprio, qui se voyait obligé de lui rappeler mois après mois. Pour Mario, le retard était insignifiant. Mais pour le propriétaire, c'était une source de stress constante, car cela interférait avec sa planification financière. Il y avait aussi l'utilisation irresponsable des espaces communs. Mario avait l'habitude de laver sa voiture dans le parking commun et laissait des flaques d'eau sale sur le sol sans prendre la peine de nettoyer. Les autres locataires utilisant le même espace commencèrent à ressentir ces actions, car ils trouvaient souvent le parking sale ou avec des résidus de savon et des feuilles coincées dans les égouts. Mario ne procrastinait pas seulement sur ses obligations les plus évidentes, comme nettoyer son appartement ou sortir les poubelles, mais aussi sur ses petites actions qu'il considérait comme des gestes nobles, comme laisser des récipients avec de l'eau pour les oiseaux sur son balcon. À première vue, cela semblait un acte altruiste, et Mario se sentait même fier d'aider les animaux vivants dans les arbres voisins. Cependant, comme dans de nombreux domaines de sa vie, le manque de responsabilité et la procrastination le menèrent à négliger cette tâche. Il laissa les récipients sales pendant des semaines, permettant à l'eau de stagner et de devenir un foyer de moustiques et de saleté. Pour Mario, le simple fait de mettre de l'eau pour les oiseaux lui donnait l'impression de faire une bonne action, mais le karma ne répond pas seulement aux intentions, mais aussi à la qualité des actions que nous réalisons. En ne maintenant pas les récipients propres, sa bonne action se transforma en source de problèmes, non seulement pour lui, mais pour tout l'immeuble. Rapidement, les voisins commencèrent à remarquer l'augmentation de moustiques sur leurs balcons et fenêtres, causant des désagréments et des plaintes. Toutes ces actions, qui pour Mario étaient des détails petits ou sans importance, avaient un poids karmique significatif pour les autres. Sa procrastination, son manque de considération et son manque de conscience de l'impact de ses actes créaient un environnement toxique, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Le karma, à travers la répétition constante des expulsions, lui envoyait un message clair. Ces petites actions accumulées avec le temps causaient un effet négatif sur la vie des autres, et tant qu'il n'apprendrait pas la leçon, il continuerait. En affrontant les mêmes difficultés encore et encore, l'histoire de Mario est un exemple clair de la façon dont des actions que nous considérons insignifiantes ou inoffensives peuvent avoir des répercussions bien plus importantes sur notre environnement. Souvent, nous croyons que si quelque chose ne nous affecte qu'à nous, ce n'est pas un problème pour les autres. Nous pensons que vivre de manière désorganisée ou agir de manière irresponsable n'affecte personne d'autre que nous-mêmes. Cependant, ce qui est arrivé à Mario nous montre que même les comportements qui semblent ne nous nuire qu'à nous,
comme le manque d'hygiène ou la procrastination, peuvent attirer un karma négatif et avoir des répercussions sur ceux qui nous entourent. Sa négligence n'a pas seulement causé des désagréments pour lui, mais a également affecté la qualité de vie de ses voisins qui ont fini par le rejeter et demander son expulsion. Le karma s'est chargé de lui renvoyer ces mauvaises énergies qu'il générait autour de lui. Lorsque quelqu'un dit qu'un petit mensonge blanc ne fera pas de mal, ou que peu importe s'il vit dans le désordre parce que c'est sa vie, il oublie que nos actions n'existent pas dans un vide. Chaque décision que nous prenons, même les plus personnelles, a un écho dans la vie des autres. Bien qu'elles puissent sembler de petits actes d'irresponsabilité ou d'égoïsme, ces actions s'accumulent et affectent l'environnement. Tout comme Mario a finalement été rejeté pour son manque de considération envers les autres, le karma nous rappelle que nos actions ont des conséquences et que même les comportements apparemment inoffensifs peuvent générer du rejet et de mauvaises expériences dans nos relations et dans la vie quotidienne. Souviens-toi encore une fois de cette phrase « Nos actions n'existent pas dans le vide ». L'idée derrière cette phrase est que nos décisions, aussi petites soient-elles, affectent toujours les autres d'une manière ou d'une autre, même lorsque nous croyons qu'elles ne nous affectent qu'à nous-mêmes. Ce principe est clé pour comprendre le karma, où nos actions génèrent une réaction tant sur le plan personnel que collectif. De même si tu crois qu'il ne se passe rien si tu laisses de l'eau dans des récipients pour les oiseaux, si tu es irresponsable en fermant, nettoyant et prenant soin des récipients, ce que tu feras, c'est attirer des quantités apocalyptiques de moustiques. Finalement, tu te demanderas « Pourquoi suis-je toujours malade si je ne fais de mal à personne ?» De plus, je suis une personne noble qui donne à boire aux oiseaux et, malgré mes bonnes actions, je souffre. N'as-tu pas remarqué que ta bonne action est, en essence, irresponsable parce que tu ne nettoies pas les récipients ni ne changes l'eau depuis des jours? Tu continues à traverser des choses mauvaises qui se répètent encore et encore. Peut-être serait-il bon de revoir la qualité de tes, entre guillemets, bonnes actions. Tu nourris des animaux errants, mais tu ne te préoccupes pas de nettoyer les excréments qu'ils produisent à cause de la nourriture que tu leur donnes. Le mauvais karma que tu traînes à cause de la mauvaise qualité de tes bonnes intentions peut également générer des conséquences. Par exemple, le fait que tu aies de plus en plus de confrontations avec les gens. En somme, tu attires un mauvais karma en gérant très mal tes bonnes intentions. Ainsi, les bonnes intentions ne valent rien si elles ne sont pas surveillées avec vigueur. Il y a des moments dans la vie où tout semble en ordre. Nous remplissons nos responsabilités. Nos relations semblent stables, et pourtant quelque chose en nous ne va pas. Ce sentiment de culpabilité persistante, ou cette anxiété qui ne disparaît pas, sont souvent des signes clairs que le karma agit de manière silencieuse, nous rappelant qu'il y a des affaires non résolues en nous. Le karma ne se manifeste pas toujours par des événements externes, comme la perte de relations ou des problèmes financiers. Dans de nombreux cas, son action est subtile et émotionnelle. Ces sentiments de culpabilité ou d'anxiété peuvent surgir d'actions passées que nous n'avons pas affrontées ou corrigées. La sensation d'inconfort constant, bien qu'elle ne soit pas liée à un événement spécifique, est un signe clair que nos décisions passées pèsent encore sur notre conscience. Par exemple, la culpabilité et l'anxiété peuvent provenir d'une dissonance interne entre nos actions et nos croyances les plus profondes. Si nous avons fait quelque chose qui contredit nos valeurs ou qui a causé du tort aux autres, le karma agit non seulement dans le monde externe, mais aussi en nous-mêmes. Il se manifeste comme une action persistante, indiquant que quelque chose ne va pas, même lorsque tout semble aller bien. Parfois, le karma se présente comme un rappel émotionnel, nous poussant à réfléchir sur ce que nous avons fait et comment nous pouvons nous améliorer. Corriger ces sentiments n'est pas simplement une charge que nous devons supporter, c'est une invitation à faire un examen de conscience. Ils nous disent qu'il y a des actions non résolues ou des décisions que nous avons prises dans le passé qui doivent être confrontées afin que nous puissions libérer cette énergie et retrouver la paix. C'est la contradiction de nos actes qui, au final, génère un conflit intérieur. Un rappel que quelque chose ne va pas, que c'est le karma qui communique avec nous comme un puissant signe que nous nous trompons sur quelque chose. Cela nous génère de l'anxiété. Quelque chose nous cause de la douleur sans que nous comprenions que cela peut être les actions que nous avons faites dans le passé. Lucia avait toujours été une personne méthodique. Elle travaillait comme avocate dans un cabinet réputé, vivait dans un appartement moderne avec vue sur le parc et,
Aux yeux des autres, sa vie semblait parfaite. Elle était efficace, polie et, surtout, contrôlée. Cependant, depuis des mois, quelque chose la perturbait profondément. La nuit, lorsqu'elle se déshabillait devant le miroir de sa chambre, éclairée par la faible lumière des lampadaires urbains, une anxiété inexplicable commençait à s'emparer d'elle. Le poids de la culpabilité s'accumulait lentement dans sa poitrine, comme si une force invisible l'écrasait, même si elle ne comprenait pas d'où cela venait. Pendant la journée, tout semblait normal. Lucia s'acquittait de ses devoirs au bureau, accueillait ses clients avec gentillesse et prenait même le temps d'aider ses collègues. Cependant, lorsque la nuit tombait et que le silence enveloppait son appartement minimaliste, le vide émotionnel et la sensation d'être déconnecté de quelque chose d'important devenaient plus forts. Il n'y avait pas de raisons évidentes. Elle se répétait sans cesse que sa vie était en ordre, qu'elle n'avait rien à craindre. Mais le karma a une manière de se manifester qui va au-delà de l'évident. L'anxiété et la culpabilité que Lucia ressentait ne provenaient pas d'événements récents. Au fond, il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose dont elle ne parlait à personne, pas même à elle-même. Il y a 3 ans, lors d'un des cas les plus importants de sa carrière, Lucia avait fait quelque chose que sa conscience refusait d'oublier. Lors d'un procès compliqué, elle avait présenté une preuve qu'elle savait ne pas être complètement légitime. Ce n'était pas un mensonge flagrant, mais elle avait subtilement manipulé les faits pour avantager son client. À ce moment-là, elle l'avait justifié en pensant que tout le monde dans sa profession faisait de même, et que cela n'affectait personne de manière significative. Avec le temps, Lucia s'était convaincue que ce qu'elle avait fait n'était pas une grande erreur, que c'était partie du jeu et qu'elle avait continué sa vie, gravissant les échelons dans son cabinet et gagnant le respect de ses collègues. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que, bien qu'elle ait essayé d'enterrer cette action, le karma ne l'avait pas oubliée. Cette petite contradiction entre ses actes et ses valeurs les plus profondes commença à se manifester de manière subtile, lors de nuits d'insomnie, d'un nœud persistant dans l'estomac et de moments de désespoir qui surgissaient sans raison apparente. Les jours commencèrent à devenir plus longs et l'anxiété plus persistante. Dans ces moments de plus grand calme, Lucia entendait une voix intérieure lui rappelant ce qu'elle avait fait. Cette action passée, bien que petite et apparemment inoffensive, revenait pour lui faire savoir que quelque chose dans sa vie n'était pas aligné. Le karma se communiquait non pas à travers des pertes matérielles ou des événements externes, mais par un signe beaucoup plus puissant, le conflit intérieur. Au fur et à mesure que le temps passait, l'anxiété de Lucia se transforma en une profonde culpabilité. Bien qu'elle ne puisse l'exprimer en mots, elle savait qu'il y avait quelque chose à corriger, mais elle continuait à ne pas reconnaître l'origine. Elle passait ses nuits à repasser mentalement chaque aspect de sa vie, essayant de trouver une explication à sa douleur émotionnelle. Pourquoi ressens-je cela? Je ne fais de mal à personne, ma vie est en ordre, se répétait-elle. Mais le karma suivait son cours, insistant pour qu'elle confronte cette partie de son passé qu'elle n'avait pas encore résolue. Un après-midi, alors qu'elle marchait dans le parc en face de son appartement, Lucia s'arrêta pour observer comment le vent faisait bouger les feuilles sèches d'automne. C'est à ce moment-là, entourée par le silence de la nature, qu'elle comprit enfin. Ce n'était pas le présent qui lui causait cette inquiétude, mais ses décisions passées. La contradiction entre ses valeurs et ses actions l'avait poursuivie, créant un malaise émotionnel qui ne disparaîtrait pas tant qu'elle ne l'affronterait pas. Le karma, sous sa forme la plus silencieuse et émotionnelle, lui avait parlé tout le temps. Lucia comprit alors qu'elle ne pouvait pas continuer à ignorer cette voix intérieure. Ce qui semblait être un petit écart dans sa vie professionnelle avait laissé une marque dans sa conscience. La seule façon de se libérer de cette anxiété persistante était d'y faire face, de reconnaître son erreur et de trouver un moyen de la compenser. Le karma n'était pas une simple conséquence extérieure. C'était un conflit interne qui devait être résolu pour retrouver la paix mentale. Avec cette révélation, Lucia décida d'agir. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait commencer à prendre des décisions alignées avec ses véritables valeurs, en étant plus honnête envers elle-même et envers les autres. Elle comprit que le karma, plus qu'une force extérieure,
est une forme d'autorégulation émotionnelle, une opportunité d'apprendre de nos actions et d'ajuster notre trajectoire avant que les signaux internes ne nous consument. Parfois, après avoir fait face aux conséquences de nos actions et avoir appris des erreurs du passé, la vie nous offre quelque chose d'inestimable, une seconde chance. Le karma ne se manifeste pas seulement à travers des difficultés ou des leçons. Il peut aussi nous présenter une porte ouverte, une possibilité de nous racheter et de corriger ce que nous avons mal fait. Au-delà d'être une force punitive, le karma agit également comme une source d'équilibre et nous donne l'occasion de réparer nos erreurs. Souvent, après avoir traversé le cycle des conséquences, nous avons l'occasion de bien faire les choses. Les opportunités de rédemption peuvent se présenter de manière subtile ou marquante, que ce soit à travers une relation qui nous permet de reconstruire, une nouvelle possibilité au travail ou un moment de réflexion qui nous permet d'agir différemment. Un exemple typique est celui de ces amitiés qui se sont brisées à cause de notre propre négligence ou de nos erreurs. Avec le temps, le karma peut nous offrir une nouvelle chance de réparer le mal, de demander pardon et d'agir avec intégrité. En profondeur, ce qui nous est offert est la possibilité de restaurer l'équilibre. Ed Toy mentionne que ce type d'opportunité nous permet de transcender l'ego et d'agir depuis une version plus consciente de nous-mêmes. Imagine Carlos, un homme qui dans sa jeunesse était impétueux et prenait des décisions hâtives qui l'ont conduit à perdre une profonde amitié avec son meilleur ami, Javier. Pendant des années, ils prirent des chemins séparés, portant la douleur de cette séparation. Mais un jour, après une rencontre inattendue lors d'une conférence de travail, la vie offrit à Carlos la possibilité de se racheter. Le karma ne l'avait pas seulement fait réfléchir sur le mal qu'il avait causé, mais lui présentait maintenant une opportunité de réparer la relation. Carlos avait deux options: ignorer cette opportunité et laisser le passé rester enterré, ou en profiter et faire le premier pas pour guérir la blessure. Dans un moment de lucidité, il décida de s'approcher de Javier, non pas pour se justifier, mais pour présenter des excuses sincères et reconnaître ses erreurs. Ce fut un moment inconfortable et vulnérable, mais finalement, Javier était aussi prêt à pardonner. Le karma avait clos un cycle, non pas par le châtiment, mais par la rédemption. C'est cela, le pouvoir des opportunités que le karma nous offre, la possibilité de corriger notre trajectoire et de réparer ce qui a déséquilibré. Ce ne sont pas toujours des opportunités évidentes. Parfois, elles se présentent sous la forme de petits gestes, dans des décisions apparemment insignifiantes, mais chargées de sens. Les reconnaître et agir avec humilité et vérité est ce qui nous permet de profiter de ces secondes chances, réécrivant notre karma et fermant des cycles de manière positive. Au cours de ce parcours, nous avons exploré les 5 signaux les plus puissants que le karma utilise pour communiquer avec nous. Les changements inattendus, le départ de personnes toxiques, la répétition de situations difficiles, les sentiments de culpabilité ou d'anxiété persistante, et enfin, les opportunités de rédemption. Ces signaux nous montrent que le karma n'est pas une force qui ne fait que nous punir, mais un mécanisme profond d'enseignement, de correction et de croissance. Parfois, les actions les plus petites ou involontaires laissent une marque dans le monde et dans notre conscience, nous affectant bien plus que nous ne le croyons. Le karma nous rappelle que chaque décision et chaque action ont des conséquences et que ces conséquences peuvent être la clé pour comprendre pourquoi nous faisons face à certaines difficultés ou pourquoi nous ressentons de la culpabilité ou de l'anxiété. Mais le karma est aussi juste et équilibré. Si nous faisons des erreurs, il nous donne aussi l'opportunité d'apprendre, de nous racheter et de transformer ces leçons en quelque chose de positif. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas destinés à répéter indéfiniment les mêmes erreurs. Si nous prêtons attention à ces signaux, nous pouvons changer le cours de nos vies, fermer des cycles et trouver la paix et l'équilibre. Le karma n'est pas une punition imméritée, mais une opportunité de grandir, d'apprendre et d'évoluer. Pour clore ce cycle de réflexion, j'aimerais que tout le monde participe à la dynamique suivante. Avez-vous remarqué l'un de ces signaux du karma dans votre vie? Dites-le nous dans les commentaires si vous avez vécu l'une de ces expériences, qu'il s'agisse d'un changement inattendu, d'une personne toxique qui est partie, d'une situation répétée que vous avez enfin comprise, ou si vous avez ressenti de la culpabilité ou de l'anxiété sans savoir pourquoi.
Partagez votre histoire dans les commentaires. Peut-être que votre expérience pourra aider d'autres à mieux comprendre les signaux qu'ils voient dans leur propre vie. De plus, tous les commentaires seront une source de réflexion collective. Je lirai chacun d'eux et répondrai aux questions ou histoires les plus intéressantes. N'oubliez pas que le karma nous offre aussi l'occasion de nous racheter. Si vous avez vécu une expérience qui vous a permis de corriger des erreurs passées, partagez-la. Nous pouvons également beaucoup apprendre des expériences des autres. J'espère que vous avez apprécié regarder ma vidéo. Si vous êtes toujours là, merci de laisser un commentaire sur ce que vous avez appris ou ce que vous aimeriez ajouter. Comme toujours, j'espère vous revoir dans une autre vidéo.